Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une épicondylite atypique et notamment du syndrome du tunnel radial. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à regarder la vidéo intitulée Épicondylite, cas clinique tendinopathie du coude, puisque certaines informations traitées dans cette première vidéo, je n'en reparlerai pas aujourd'hui. Donc, il s'agit d'un patient d'une quarantaine d'années qui travaille dans une cuisine collective et qui se plaint de douleurs au coude droit depuis plusieurs mois. La douleur est essentiellement située sur l'épicondyle latéral avec une irradiation le long de l'avant-bras. On effectue un examen clinique classique des épicondylites avec deux manœuvres. La première manœuvre consiste en une contraction excentrique des épicondyliens médiaux, une flexion contrariée du poignet qui ne retrouve pas de douleur. La deuxième manœuvre, contraction excentrique des épicondyliens latéraux, qui va là dénicher la douleur chez ce patient. Cette manœuvre reproduisant la douleur, le diagnostic d'épicondylite latérale est réalisé. On effectue une échographie qui retrouve un tendon des épicondyliens latéraux hypoéchogènes épaissis comparativement côté contralatéral en faveur d'une tendinopathie des épicondyliens sans fissuration intratendineuse. Il est donc pris en charge en kinésithérapie avec un programme de rééducation à base de renforcement excentrique des épicondyliens latéraux et on le revoit 4 mois après. Lors de cette consultation de contrôle, la disparition de la douleur sur l'épicondyle latéral du coude est totale, mais il persiste une douleur irradiante le long de l'avant-bras dans la masse musculaire des extenseurs du poignet, et cette douleur va même jusqu'au dos du poignet. Quelque chose attire notre attention, c'est le caractère nocturne des douleurs, avec un paroxysme dans la nuit, et ceci doit nous mettre sur la piste d'un syndrome canalaire. Autre composante étonnante de la douleur, c'est qu'elle est majoritaire à la supination contrariée. On effectue 3 manœuvres. Première manœuvre, la flexion contrariée qui va étudier les épicondyliens médiaux, ne reproduit pas de douleur. Deuxième manœuvre, la douleur à l'extension contrariée qui ne reproduit pas de douleur. Par contre, il existe une douleur majorée à la supination contrariée. On pense donc automatiquement à un syndrome canalaire de la branche motrice profonde du nerf radial. Le nerf radial est le nerf de l'extension du coude et de l'extension du poignet. Il chemine dans le bras, notamment avec un contact étroit au niveau de l'humérus, qui peut expliquer sa lésion dans les fractures de l'humérus, et notamment lors des accidents de bras de fer. Ensuite, il va passer en antérieur au niveau de la face antérieure du coude, puis va se diviser en deux branches. Une branche motrice profonde qui va innerver les muscles extenseurs du poignet, le long et le court extenseur radial du carpe, le muscle supinateur, l'extenseur ulnaire du carpe, les extenseurs des doigts, ainsi que les extenseurs du pouce. Une deuxième branche superficielle sensitive va ensuite amener la sensibilité de la première commissure au doigt. Cette zone ici de division entre les deux nerfs est visualisée en échographie. Elle s'appelle l'arcade de Froese. On a ici en superficie le muscle brachio-radial qui est triangulaire avec la pointe du triangle qui correspond au nerf radial. Le muscle long extenseur radial du carpe qui est au contact du brachio-radial. Le rond pronateur qui va, lorsqu'on va descendre, s'enrouler contre le radius. Le nerf radial est visualisé ici, et cette masse musculaire autour du radius correspond au muscle supinateur. Alors, qu'est-ce que le syndrome du tunnel radial? Ce syndrome correspond à une compression de la branche motrice profonde du nerf radial. Il est souvent présent dans les épicondylites. Il est parfois, très souvent même, associé à une épicondylite typique,
telle que on avait chez ce patient. La douleur se situe à distance de l'épicondyle, elle n'est pas présente sur l'épicondyle latéral osseux, mais vraiment un petit peu à distance, quelques centimètres en dessous, irradiant dans la masse musculaire des extenseurs du poignet. Elle est majorée à la supination et correspond à une compression de la branche motrice profonde du nerf radial. Cette compression de la branche profonde motrice du nerf radial peut avoir lieu à plusieurs endroits. Elle peut être présente au niveau de l'articulation, par exemple en cas d'une arthropathie du coude. On va avoir, comme ici à cet endroit, une compression de cette branche motrice profonde. Elle peut parfois aussi correspondre à une anomalie de l'anastomose de l'artère radiale récurrente, qui n'est pas présent sur ce schéma. Elle peut parfois correspondre à une fibrose de l'extenseur radial du carpe, ici, le court extenseur radial du carpe, ECRB, extensor carpis radialis brevis, qui peut provoquer cette compression. Elle peut être située au niveau de l'arcade de Froese, qui correspond au passage de l'entrée de la branche motrice profonde du nerf radial dans le muscle supinateur. Et parfois, elle peut être comprimée beaucoup plus bas, à distance, dans le muscle supinateur, comme ici présent. On effectue une échographie chez notre patient pour visualiser une éventuelle anomalie et l'endroit de la compression. On a ici le nerf radial, en superficie le muscle brachioradial qui est ici, et là c'est le muscle long extenseur radial du carpe. Et on voit à cet endroit-là la branche motrice profonde du nerf radial, on descend, et hop, cette branche profonde motrice qui s'enfonce dans le muscle supinateur. Et vous avez peut-être remarqué que, hop, à cet endroit ici, la branche profonde motrice est de très grande taille. Ça correspond à ce cercle noir. On va remettre, voilà, on descend. Et regardez, lors de son passage dans le supinateur, ici exactement, cette branche motrice profonde est très augmentée de volume. Alors, qui dit très augmenté de volume doit dire examen comparatif. On effectue donc une échographie sur le côté comparatif, à gauche, et nous allons visualiser la différence de taille de cette branche motrice du nerf radial. Regardez ici à gauche, la branche motrice est toute petite lors de son passage dans le muscle supinateur qui se situe à cet endroit, alors qu'à droite, on a une branche motrice très augmentée de volume lors de son passage dans le muscle supinateur. Voici ici la branche motrice profonde dans son passage dans le supinateur côté droit, côté lésé, et la branche motrice profonde dans le côté gauche, côté atteint. Vous voyez la nette différence de taille. Alors que peut-on en conclure? On en conclut que ce patient a présenté une épicondylite latérale classique qui a été traitée par la kinésithérapie, mais qu'il existe une composante canalaire par compression de la branche motrice profonde au sein du muscle supinateur. On revisualise la branche motrice profonde en coupe axiale et en coupe sagittale, ici difficilement visible, puis qui va augmenter de volume, juste en amont de la compression. Chez ce patient, il présente donc une épicondylite du coude droit associée à un syndrome du tunnel radial. Maintenant, on va se poser la question de la prise en charge, puisqu'on a déjà fait plus de 4 mois de kinésithérapie. Y a-t-il un intérêt à effectuer une infiltration de corticoïdes? Alors là encore, c'est un avis purement personnel. Pour moi, il n'y avait pas d'intérêt à effectuer une infiltration de corticoïdes, car la compression est située en intramusculaire et ne correspond pas à un syndrome canalaire classique d'une arcade fibreuse, comme une compression au niveau de l'arcade de Froese, où là, on aurait eu un intérêt à faire une infiltration. Donc on n'a pas proposé d'infiltration de corticoïdes chez ce patient. Quelle est la place de la toxine botulique? On pourrait tout à fait se poser la question d'une infiltration de toxine botulique chez ce patient, bien entendu en étant hors AMM, en ayant pour objectif de provoquer une amyotrophie de ce muscle supinateur pour pouvoir lever la composante compressive.
il n'y a malheureusement pas d'études de données dans la littérature à l'heure actuelle. La neurolyse chirurgicale peut être tout à fait indiquée puisque l'on est quand même à un échec d'un traitement médical, mais il faut savoir que la neurolyse chirurgicale, qui a d'excellente efficacité, avec selon les séries une amélioration entre 67 et 97% des patients, peut par contre provoquer une récidive plusieurs années après, correspondant à des cicatrices fibreuses. Donc je pense que chez ce patient, l'infiltration de toxines botuliques, hors AMM bien entendu, après explication sur les différents effets secondaires et notamment sur la possibilité d'une petite parésie au niveau du coude, peut tout à fait se proposer. Encore une fois, cela n'engage que moi, nous sommes hors AMM. Alors en conclusion, pensez vraiment au syndrome du tunnel radial devant toute épicondylite atypique, résistante, avec une douleur qui se situe majoritairement en dessous de l'épicondyle, quelques centimètres en dessous de celui-ci, une irradiation le long des extenseurs radiaux. La composante nocturne va nous faire automatiquement penser à une composante canalaire, mais malheureusement elle est inconstante parfois dans le syndrome du tunnel radial. Enfin, la douleur majorée à la supination doit automatiquement nous y faire penser. Concernant notre série de patients, on avait essentiellement des cuisiniers, des patients qui travaillaient qui faisaient des ménages également, et je me souviens également aussi d'un patient qui mettait le pistolet d'un Karcher dans un bidon et qui faisait donc des mouvements très répétés de supination contrariée. Et également une patiente qui avait présenté un syndrome du tunnel radial aigu avec carrément une compression motrice du nerf radial et qui m'avait expliqué avoir fait pendant plusieurs jours ouvert des boîtes de conserve avec un ouvre-boîte où elle effectuait des mouvements de rotation et donc de supination. Donc vraiment y penser devant ces anomalies-là. Recherchez l'endroit de la compression. En cas d'une compression au niveau de l'arcade de Froese, une infiltration de corticoïdes éco-guidés peut tout à fait être envisagée. On vient de parler d'une possibilité d'une infiltration au niveau d'une compression de la branche profonde motrice située à l'arcade de Froese. Et donc en bonus dans cette vidéo, je vais vous montrer un cas clinique d'une patiente d'une soixantaine d'années. Avec ici, on effectue des mouvements de haut en bas au niveau de l'arcade de Froese. La branche motrice profonde, là, qui se situe entre les deux chefs du supinateur. L'arcade de Froese qui se situe ici, et on voit que juste au-dessus de l'arcade, là, à cet endroit, ici, vous remarquez le changement de calibre du nerf. C'est-à-dire, là, je descends, je remonte, j'arrive à l'arcade, et le nerf est augmenté de volume. Cette augmentation de volume du nerf est située juste en amont de la compression. On avait donc conclu à une compression de cette branche profonde motrice du nerf radial au niveau de l'arcade de Froese, ce qui peut tout à fait être l'indication d'une infiltration d'un dérivé cortisonné. On a fait donc l'infiltration du dérivé cortisonné sous guidage échographique. Voici comment se passe la procédure. On va insérer l'aiguille et injecter le dérivé cortisonné au niveau de l'arcade de Froese, juste au-dessus, en prenant bien soin de ne pas toucher le nerf. Voilà le dérivé cortisonné juste au-dessus de l'arcade de Froese. Merci à tous. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je vous invite à regarder la vidéo sur le cas clinique d'épicondylite, à vous abonner et mettre un pouce bleu. À bientôt.